Bienvenue dans le premier épisode de L'Ombre d'un goût, le podcast qui traite de musique, cinéma et littérature. Je suis Guillaume, votre hôte. J'ai longtemps fait de la musique en tant que guitariste amateur dans des groupes pop-rock. J'ai travaillé dans l'audiovisuel, j'ai fait du montage vidéo, réalisé des clips, des courts-métrages. Je n'ai jamais écrit de livre, mais je suis un avide lecteur depuis l'enfance. J'ai donc décidé de créer un podcast autour de ces trois passions. Le concept est très simple, je demande à chaque invité de choisir un album, un livre et un film qui ont compté dans leur vie. Ces trois choix sont un point de départ pour des discussions qui seront, je l'espère, tout aussi enrichissantes pour vous qu'elles le sont pour moi. Aujourd'hui, je reçois Romain Mians, youtubeur passionné de cinéma, notamment le cinéma d'horreur, les monstres sous toutes leurs formes et Jurassic Park. Sa chaîne s'appelle Xenolife. Notre amour pour les Beatles et le rock, les séries anglaises comme The Office nous ont rapprochés et j'étais ravi de pouvoir passer du temps en sa compagnie pendant cette petite heure. Enjoy! Bah écoute, comment ça va? Ça va. Non, ça roule. Tranquille. Là, je suis très content de participer à cette émission un peu expérimentale. Donc, ouais, ça fait plaisir. Et sache que tu es notre premier invité, donc nous sommes honorés de te recevoir pour ce premier épisode. Pas moi, j'aimerais, mais pas moi, ça me fait chier, parce que clairement, c'est... Non. Bah, nous sommes honorés par ta présence, en tout cas. Faut savoir que tu m'as payé beaucoup d'argent pour que je fasse cette émission. Bah, on est une prod, on est un peu comme Disney, donc on n'a pas vraiment de limite. Oui, toi, t'as les mêmes moyens que... Oui, parce que vous êtes coté en bourse au même niveau, je pense. On sait plus. Parfois, on est un peu plus là avec la quarantaine et Corona, on a pu un peu faire pas mal de blé, donc on est bien. Mais les actionnaires vont revenir à la charge, je pense. Il va falloir... Et donc du coup, l'idée c'est que si t'es notre premier invité, c'est notamment parce que t'es quelqu'un d'assez créatif, je crois, qui a des centres d'intérêt divers et variés, et notamment t'as une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça fait combien de temps que ou comment ça t'est venu déjà, et quel est le background derrière ce projet? En fait, la chaîne s'appelle Xenolife. Et en fait, l'idée c'est que, comme beaucoup de gens, en fait, j'adore tout ce qui est les monstres. Que ce soit les Gremlins, Alien, Robocop ou Terminator, ou j'en passe, même dans les bouquins, The Witcher, avec les Kikimor notamment, Warhammer 40 000, Warhammer Battle, Age of Sigmar, bref, tout ça. Et j'ai toujours aimé les chaînes de trivia. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et en Angleterre. Il y a beaucoup de chaînes de trivia en fait qui balancent du fun fact sur des monstres, des créatures. Et je me suis dit, putain, moi j'aimerais bien le faire aussi. Donc voilà, un soir en rentrant c'était le 16 juin 2016. En rentrant de... C'est la vraie date? Le 16 juin 2016. Ouais, c'est vraiment la date? Ouais, c'est vraiment la date, ouais. C'est vrai. Pourquoi tu t'en rappelles comme ça? Tu l'avais noté ou non, parce que j'ai une mémoire à con, je me souviens de dates comme ça. Enfin, c'est débile, mais voilà. Et je suis rentré d'un bar et j'ai un pote qui m'a filé mon micro, puis je me vas-y, je vais faire le montage. Donc je suis nul en montage, donc j'ai fait une vidéo sur Alien. Donc j'ai fait des recherches et tout, j'ai fait 10 faits sur Alien et puis voilà, ça a marché et puis voilà. Donc on continue depuis. Je présente des faits sur les monstres, que ce soit des monstres de cinéma, de littérature, même des dinosaures en fait, parce que j'aime beaucoup les dinosaures. Tout ce qui est en dehors de la norme, j'aime bien en parler, j'aime bien présenter. Et j'écris aussi des petites histoires, des petits récits audio que j'essaye entre guillemets de mettre en scène. Avec des bruitages, tout ça, notamment sur l'univers d'Alien, ce que j'appelle maintenant des Xenaudio. Oh. Voilà. Oh. Et voilà. Ça, tu les postes à terme sur ta chaîne aussi, ou ça sera un... Ah non, c'est déjà posté en fait. Le dernier, ouais. C'est vrai, c'est toi que tu n'as pas fait ton travail de renseignement, c'est bien. Mais c'est ça que... En fait, tu me l'as envoyé directement, je l'ai écouté chez moi, du coup... Ouais, non, je sais, je te charrie. Mais non, je l'ai mis directement sur YouTube et là, j'en ai écrit un sur un journal de bord d'un capitaine qui se voit affréter d'une cargaison un peu étrange par la Wayland d'Italie. Donc voilà, c'est des petites histoires que j'aime bien raconter et ça plaît, donc tant mieux. Ça fait longtemps que t'écris? T'as toujours écrit avant ou ça t'est venu? Ouais, j'écrivais sur des petits cahiers, tout ça, machin, mais là en fait, j'écris maintenant sur mon téléphone ou sur une tablette et voilà, faut prendre son temps pour ça. Après, c'est loin d'être parfait, hein, vraiment, c'est loin d'être parfait, mais moi ça me plaît, c'est ma passion et ça plaît aux gens et les gens échangent, partagent. Et ce qui est chouette aussi, c'est que sur la chaîne, je leur ai dit, quand je fais même des lives ou quoi que ce soit, je leur ai dit, je suis pas science exacte. Je peux me tromper et c'est pour ça que j'invite au débat. Et lorsque par exemple je fais une vidéo sur
je sais pas, sur un dinosaure ou quoi que ce soit, il y a toujours des gens qui viennent et qui disent alors oui, ça c'est vrai, mais tu aurais pu aussi d'informations. ouais. Voilà, ouais. Et en fait, ça te permet vraiment les gens peuvent lire aussi dans les commentaires et voir que il y a d'autres personnes qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et ça, c'est super cool parce que ça permet d'avoir une connaissance sur la bestiole encore plus précise, quoi, dans le cas des dinosaures. Mais ça, après, j'ai des gens aussi qui postent des messages sur Alien en me disant ouais, non mais n'importe quoi, la reine Alien elle pond pas 20 œufs par jour, c'est 25. Et tu dis n'importe quoi, mais ça va pas la tête. C'est étonnant parce que pourtant Internet c'est un lieu de tolérance et d'empathie normalement. Donc les commentaires les commentaires YouTube, c'est un lieu où on partage, personne se prend la tête, je sais pourquoi. Dans le respect de l'autre et de bah oui, j'ai vraiment faim, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça aide au référencement, tant mieux. Ouais, oui. Et du coup, tu arrives à poster assez régulièrement tes différentes vidéos. Est-ce que tu t'astreins à une régularité, toi, ou c'est un peu vraiment quand ça t'inspire et que... Bah, un peu des deux. Ouais, mais c'est un mélange. Ça dépend, en fait. Des fois, je vais faire... Enfin, une vidéo, ça me met une semaine à faire, le temps de faire des recherches, voire même un peu plus, mais en moyenne, une semaine à peu près. Le temps de faire les recherches, faire le montage, trouver les images, écrire le texte, parce que j'écris les faits en fait, et j'essaie toujours de recouper les informations, c'est-à-dire que si j'ai un fait, une information comme l'armure de Robocop était faite en machin, je vais essayer de retrouver plusieurs sites sur lesquels ça confirme l'information, ou même directement ce qu'il y a de mieux dans ces cas-là, c'est les interviews de réalisateurs ou de mecs qui travaillaient sur les films à l'époque. Ça c'est goldé, quoi. Yes, ok. Et du coup, à venir, t'as quoi? Parce que moi, je sais que t'as déjà fait donc Alien, t'as fait les dinosaures. T'as fait hier, on en parlait, je t'ai envoyé un texto. T'as fait Gremlins? Gremlins, non, pas encore. Mais justement, en plus, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder l'émission de Karim Debache, Chroma, et son premier épisode. Ça date d'il y a 3 ans, mais son premier épisode c'était sur Gremlins, et ça me donne envie de me refaire les films, et aussi Hellraiser, j'aimerais bien faire sur Hellraiser, sauf que YouTube maintenant ils sont très chiants là-dessus parce que Hellraiser c'est une violence infinie, c'est un gore, donc forcément tu perds en visibilité si tu fais des trucs trop violents, quoi. Donc, mais bon, après ça plaît aux gens, donc moi ça me plaît en tout cas, et Hellraiser c'est un truc qui me brancherait bien. Le bouquin est génial et l'univers étendu est juste excessivement riche, donc je sais pas, Hellraiser, les Cénobites, comme Cénobites et pas les vôtres. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu nous dis, est-ce que toi, tu aurais un film du coup lié à ça à nous partager que tu aurais choisi, ou c'est pas Les Monstres cette fois dont tu vas nous parler? Est-ce que tu as un film Putain, c'est horrible parce que si je devais prendre un seul film, j'aime beaucoup Paul Verhoeven. J'hésiterais entre Robocop ou Starship Troopers, mais si je dois en choisir un seul, je crois que ce serait Starship Troopers. Ok. Parce que Starship Troopers, déjà pour la scène de bataille, enfin j'ai vu ça quand j'étais gosse, mais le truc des araignées géantes avec ça c'est juste. Enfin moi ça me parle, j'adore. Et il y a tout le background derrière, le message à lire entre je perds mon français, c'est horrible. Prends ton temps. Le message à lire en filigrane, en fait, qui est c'est un film antimilitariste, en fait, c'est du Verhoeven, c'est cynique, c'est fait à l'acide, et c'est un film qui me plaît parce que j'aime bien le ton de Verhoeven, et je trouve que dans la SF, il est brillant, et Starship Troopers, pour moi, ça reste un de mes classiques, en termes de mise en scène, la manière de filmer les batailles. Et pourtant, le film date de 97. Donc, il a 23 ans. J'avais vu au cinéma à l'époque, j'étais au lycée. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Hein. 10 ans après Robocop, le mec te sort un film de SF, et bientôt plus de 20 ans après, 23 ans après, ça vieillit pas, en fait. Les effets spéciaux sont toujours aussi bons, en fait. Ouais, puis ça reste brutal en plus, quoi. C'est vraiment violent comme film. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, des films aussi violents que ça passe plus parce que il faut plaire à une audience, il faut plaire à un truc. Et c'est le souci qu'il avait eu avec je pense, c'est le souci qu'il avait eu avec Robocop, parce que le premier film était génial. Le deuxième était bien, le troisième était vraiment ciblé enfant, s'il n'y avait plus de thunes. T'as pas vu le 3? En fait, en gros, vraiment, la cible, c'est quand même un peu les enfants. Il n'y a pas une seule goutte de sang.
Parce que le 1, il est sombre, violent, et il y a du gore presque dedans. Le 1 est super sombre. Quand le flic, il se fait tuer au début, là... L'exécution de Murphy, elle est hardcore. Elle est hardcore. Même le visage, en fait, quand il retire son casque, c'est de la peau tendue comme ça. C'est dégueulasse, quoi. Quand t'es gamin, ça choque. Et le problème, je pense, avec Robocop, c'est que la franchise a été déviée pour être un truc pour gamins, en fait, après. Parce que t'as la série télé avec Richard Eden. La série télé, elle est sympa, hein, mais t'as pas une seule goutte de sang, et t'as pas de fusillade sanglante. Voilà, Robocop, il s'amuse avec des enfants, parfois. La série est sympa, mais voilà. Tandis que Starship Troopers, en fait, bon, si on retire le 2 et 3 qui sont nuls à chier, mais le premier film, il n'y a pas eu de dessin, enfin, il y a eu un dessin animé, mais ça restait violent, en fait. Ça restait, les animés qu'il y a eu en 2012 et 2017, 2016 sont hyper violents aussi. Et ça reste sur le même ton, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à garder l'idée, bah voilà, nous, on fait un truc violent, que ça reste violent, en fait, que ce soit pas adapté pour les gamins ou quoi que ce soit. Mais... Je t'aurais bien dit aussi Jurassic Park, par exemple, mais Jurassic Park, j'adore ce film. Je connais pas. Tu connais pas Jurassic Park? En fait, c'est... c'est un film que j'adore. J'ai toujours la larme aux yeux devant ce film. Mais quand tu lis le bouquin, tu te dis putain, il y a un truc qui manque, parce qu'il y a des scènes qui sont ultra gore dans Jurassic Park. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Il y a un passage dans Jurassic Park où, dans le livre, hein, où un des visiteurs se fait arracher le bras par le bébé T-Rex. Dennis Nedry, le gros là qui meurt avec le dilophosaure. En fait, il se fait choper il y a un des dilophosaures qui lui tient le crâne, tandis que l'autre lui ouvre le bide et le dévore. Et ça, dans le film, ça passe pas, parce que faut plaire aux enfants. Et c'est ça que j'aime bien avec Verhoeven, c'est il cherche pas à plaire aux enfants. Il cherche pas à plaire à quoi que ce soit. Il a une histoire à raconter, il va la raconter. Tant pis si ça choque, tant pis si mon Dieu, mais les gens sont horrifiés. C'est pas parce que vous êtes indigné que vous avez raison. Vous êtes offensé, vous avez raison. De toute façon, le cinéma hollywoodien dans les années 80 était beaucoup plus violent, parce qu'il n'y avait pas encore une censure avec le PG-13, avec les codes ça arrivait. Pour les enfants. Ouais, ça arrivait après. C'est arrivé avec Indiana Jones, le deuxième Indiana Jones, qui a fait installer le PG-13. Ouais. Parce que même sur Netflix, tu sais, il y a les flics de Beverly Hills, et c'est quand je me le suis refait il y a 1 an ou 2. Et même ces films-là qui sont assez familiaux, ils restent violents comparativement à ce que tu peux voir maintenant. Mais tout à fait. Donc il y a vraiment cette violence complètement assumée à l'époque, qui est plus vraiment présente maintenant, ou qui est beaucoup plus absurde, ou à base d'effets spéciaux et distanciés, quoi, pour les gosses. C'est un peu, ce que je trouve, Deadpool arrive encore à faire ça. Les films Deadpool arrivent à être ultra violents, mais voilà, à être fun, à être décalé, tout ça. Et je trouve, après c'est mon interprétation, j'ai pas envie mais je trouve que parfois il y a un petit côté Verhoeven dans la manière où la violence est montrée dans des films comme Deadpool, en fait, où c'est cru, c'est cynique, parfois même c'est ultra absurde. Il y a un petit côté comme ça qui me plaît, en fait. Donc ouais, je te dirais Starship Troopers par rapport à ça. Et surtout, pour revenir à Starship Troopers, un truc moi qui m'a marqué, c'est j'ai grandi avec ce film, j'avais le DVD, je l'ai poncé de ouf. Je crois que je connais toutes les répliques du film, mais en français. Et il y a un truc, c'est qu'en 2005, j'ai découvert Warhammer 40 000, et c'était à l'époque où Games Workshop venait de sortir. Je pense que les gens qui vont écouter ça vont se dire, ceux qui connaissent Warhammer, donc voilà, il faut remonter en 2005, mais ils vont se dire, ah oui, c'était cette boîte-là, je m'en souviens. Et c'est la boîte Bataille pour Macrage, donc c'était les Tyrannides contre les Space Marines. Et en fait, j'ai un pote qui m'a vendu le truc en me disant, bah attends, t'aimes bien Starship Troopers? Ah ouais, t'aimes bien les parasites dans Starship Troopers? Ah ouais, c'est hyper stylé. Les Tyrannides, c'est pareil. Oh, donc voilà. Et je suis tombé dans... mis aussi à Warhammer. Ouais, je me suis mis à Warhammer comme ça, et effectivement, il y a certains codes. La garde impériale dans Warhammer, c'est l'infanterie mobile dans l'armée dans Starship Troopers. Ouais, donc c'est un film qui a eu derrière des impacts en cascade dans ta vie, quoi. Ah ouais, mais de ouf. Enfin, je pense pas que ce soit direct, parce que ça existait depuis longtemps. En 97, la garde impériale de Warhammer, ça existait depuis déjà 15-20 ans, mais... Ouais, mais par contre, le bouquin n'a rien à voir. Tu l'as lu, le bouquin? Ouais, le bouquin n'a rien à voir. Après, c'est subjectif, hein, mais Paul Verhoeven l'a dit lui-même, il a lu
je crois, une quinzaine de pages. Je me demande même s'il l'a pas. Voilà, c'est ça. Je crois que j'avais lu parce que j'ai revu le film il y a 1 an ou 2, je sais plus, 2-3 ans, et je m'étais renseigné derrière. Je crois qu'il avait pas lu le bouquin volontairement, ou comme tu dis, il avait juste lu le début. Apparemment, il aurait lu une quinzaine de pages. J'ai fait ouais, c'est chiant, je vais faire un sauce. Ouais. Et ça se sent en fait parce que tout le début du film, tout le passage jusque au camp militaire, c'est dans le bouquin, plus ou moins, mais après ça n'a rien à voir. Et le bouquin est un peu plus chiant parce que quand tu le lis, tu t'attends à retrouver le film, et c'est pour ça que bon, c'est un peu biaisé, mais le bouquin a un autre message en fait. Mais il est bien, le bouquin est très très bien, mais c'est pas, ils affrontent pas que les parasites en fait. Il y a d'autres adversaires, tout ça, il y a plein de menaces dans le truc, mais c'est à lire. Si vous avez aimé le film Starship Troopers, lisez le bouquin et vous allez voir les choses sous un autre angle. Et en fait, je pense que Paul Verhoeven était en mode buffet. Il a pris ce qui lui plaisait et il a laissé ce qui lui plaisait pas. En tout cas, pour revenir au film, ce que moi je retiens, c'est ce qui est dur à faire et que lui il réussit, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle comme film. Il y a quand même des scènes, c'est très cynique, mais c'est très drôle, c'est très violent. Et c'est complètement antimilitariste, et en même temps, tu sais pas si, à la limite, si t'es un mec de l'extrême droite américaine, tu peux prendre ça au premier degré et trouver que c'est génial, tu vois. Mais dans le commentaire audio du DVD, c'est ce qu'il disait. Il disait, il y a des gens qui lui ont dit, vous êtes un fasciste. Pas du tout. Verhoeven, il a connu la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il était gamin en Hollande quand son village a été bombardé, quoi. Donc, il a fait un excellent film d'ailleurs là-dessus. Tu l'as vu là, je sais plus comment il s'appelle ce film sur cette nana en Allemagne. Black Book, c'était génial. Ouais, ça. Très bon film. Très bon film. Donc clairement c'est pas un mec qui est pro fascisme ou. Ah non, mais c'est comme tout. Hein, il y a des gens qui comprennent le truc, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre en fait, qui sont en mode buffet Campanile. Donc non, mais c'est ça. Par contre, Campanile, c'est un sponsor du podcast, donc tu peux pas. Ah merde, putain, merde. Non mais non mais c'est ce qui plaît dans. Et puis surtout, enfin, il a une manière de montrer les corps, la scène des douches. Ouais. Dans Starship Troopers, c'est vrai. Tout le monde mélangeait. Et c'est une composante que tu retrouves dans Robocop. Parce que dans Robocop, ils font vestiaire commun, les hommes et les femmes. Donc je sais pas, il y a un truc qui est assez sympa. Après en plus Verhoeven, si je me trompe peut-être, mais c'est un Européen, je crois, donc il a une sensibilité à mon avis un peu plus, une relation au corps, aux mœurs et tout qui est assez différente des Américains. Il y a moins de puritanisme non mais montrez pas ces nichons quoi que ce soit. Enfin, clairement ils s'en foutent, ça fait partie du truc. C'est du Verhoeven tout cru quoi. Non voilà, Starship Troopers, c'est un film à voir. Starship Troopers et Robocop, mais plus Starship Troopers, ouais. Troopers. Et c'est un film que tu revois régulièrement ou tu le mates une fois par an, par exemple, ou c'est là, ça fait. Franchement, je le vois une fois par an, mais quand j'étais ado, je le matais. Quand je me faisais chier, je mettais Starship Troopers, quoi, et je bricolais à côté, mais il était en fond sonore. Et en fond sonore, ouais. Alors, la musique de Starship Troopers, mais c'est un truc de ouf. Le son Klenda to Drop, qui est la musique de Basil Paledouris. Attends, je veux pas écorcher son nom. Basil. Attends. Starship Troopers. Je veux pas écorcher son nom. Basil Paledouris. Et la musique est totalement dingue. C'est des thèmes vraiment passionnants. Enfin moi c'est une musique qui me parle. Et non, c'est vrai que c'est un film qui est marquant, qui est visuellement fort. Et moi, je te dis, quand j'étais jeune, ce qui m'impressionnait, c'était cette violence absolue quand les combats s'engageaient avec les corps qui s'arrachent, et puis cette violence implacable les monstres, les parasites, quoi. Les arachnides, ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de notion d'espoir ou de rédemption, de je sais pas quoi, c'est juste brutal, quoi. Puis c'est la perte de l'innocence, hein, parce que tu les vois. Au début du film, ils sont en train de s'emballer, ils se roulent des pelles, machin, tu sors avec le truc, et à la fin, ils sont en train de... C'était quoi? C'était Denise Richards, Neil Patrick Harris, c'est ça? Richards. Mais pour moi, Neil Patrick Harris, tout le monde est en train de dire, c'est le gars de Mec from Mars. Non, pour moi, c'est Carl de Starship Troopers. Ouais, c'est vrai, tout jeune. C'est le Psyker de Starship Troopers, il y a pas à chier. Ouais, il sortait tout juste de Doogie, là, quand il était médecin, et puis il a enchaîné... Exact. Et puis Casper Van Dien. Pour l'anecdote, je crois que je l'avais déjà raconté, je sais plus. Mais en fait, c'est en 2000. C'était quand? En quelle année? C'était en 2015, ouais, c'était juste avant la sortie de Star Wars.
on était parti avec ma copine et des amis. On était parti à Gand, en Belgique, faire une convention. Et il y a toujours des acteurs qui viennent et tout machin. Et il y avait sur le panel, il y avait John Rhys Davies, donc celui qui fait Gimli. Ouais, je vois, ouais. Et il y avait Casper Van Dien. Et j'ai vu, je vois le truc Casper Van Dien, j'avais plus une thune. Et ma copine me dit, bah vas-y, je te le paye. Parce que je sais que t'adores Starship Troopers, donc je suis, ah, super. Et donc je prends le ticket, je dis, yes, je vais rencontrer Casper Van Dien, je me mets dans la file d'attente. Et là, je vois le rideau qui sort devant moi. Et elle dit, bah c'est terminé. C'était quoi, c'était complet? Non, c'était fini. Je suis arrivé, c'était ouais. fini. Donc je me suis fait rembourser, mais j'étais dégoûté. J'étais à 2 doigts de rencontrer Casper Van Dien. Donc voilà. Ma vie est un échec, on continue. Mais cette non-rencontre avec Casper Van Dien. Un jour. Un jour peut-être, oui. Et donc, ouais, mention honorable pour Robocop et Jurassic Park, quoi, j'imagine. Ouais. Bah, Robocop, je me suis refait la trilogie il y a pas longtemps et ça m'a. Enfin, je me suis rendu compte que c'est un film qui m'a beaucoup influencé quand j'étais petit. Et ce qui est assez dérangeant parce que ça veut dire que j'ai vu Robocop quand j'étais tout petit. Ouais, mais tu sais quoi, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, c'est Robocop, hein, c'est un de mes souvenirs d'enfance aussi. J'ai un de mes cousins qui vit en Corse et j'allais chez lui en vacances quand j'avais pareil, 8-9 ans, tu vois, et il avait la VHS, je crois, et on le matait. Ouais. Et nos parents, ils nous laissaient le regarder, tu vois, et quand j'y repense, c'était tellement violent comme film. Mais, c'est hardcore. C'est super violent, mais. Enfin, t'as quand même une tentative de viol dans Robocop, quand même. Ça, il y a un mec qui fond à l'acide, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Donc ah ouais. Et d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, et d'ailleurs, je sais pas si je te l'ai envoyé, Guillaume, mais bon, tu peux le faire aussi. Allez sur Google, tapez Robocop Remake, scène 27. Robocop Remake, scène 27, ok. Et vous me remercierez. Okay. Ou pas. Merci pour le tips, les internautes feront plaisir d'aller checker. Attends, je vérifie juste parce que je veux pas te dire de conneries, mais que ce soit bien le bon numéro, mais il me semble que c'est ça, c'est scène Robocop Remake, scène 27. Oui, c'est ça. Donc voilà, il faut aller voir. C'est dégueulasse. Tes yeux en disent long, ok. Et du coup, tu as mentionné que Starship Troopers, ça venait à la base d'un livre. C'était adapté même vaguement adapté d'un livre, on va dire. Est-ce que toi, tu aurais un livre dont tu souhaites nous parler? Est-ce que tu as pu... Un livre qui... un livre que j'ai adoré. Parce que je sais que tu aimes beaucoup lire, parce que quand on se voit, genre, tu es toujours en train de lire. Oui, tout à fait. Me conseiller des livres ou des collecteurs. Un livre que j'ai adoré, après, c'est très subjectif, mais j'ai adoré World War Z. Alors, autant je chie à la gueule du film, parce que clairement, ils n'ont pas compris le bouquin. C'est deux choses différentes, parce que je suis comme toi, j'ai lu le livre et j'ai vu le film, et c'est même le nom similaire, c'est la seule chose qu'ils ont en commun, quoi. C'est ce qu'a dit l'auteur du livre. Hein. Il a dit le point commun, c'est le nom. Après, il y a rien en commun, quoi. Mais surtout, là, en plus, on est encore en pleine pandémie, machin. Il y a certains éléments qu'on lit dans. Mais oui, qu'on lit dans la grande panique, tout ça, les gens qui vivent les supermarchés, la peur, les médias qui balancent des fake news entre guillemets avec des fausses histoires de remèdes, tout ça. On le vit en fait. Tu vois, il y a un président, je crois, le président malgache qui arrive avec qui pense avoir trouvé le remède du truc, et c'est une putain d'arnaque en fait. À moins que ce soit vrai, mais à mon avis, ce sera pas trop vrai. Je crois pas. Qui pense avoir trouvé le remède contre le Covid. Il y a un truc comme ça dans World War Z. Enfin, c'est génial. Le World War Z, c'est vraiment un putain de bouquin, et je pense qu'ils auraient dû en faire une série. Ouais. Mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, World War Z, c'est un livre qui, pour ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas lu le bouquin, déjà lourd d'erreur. Et le bouquin, en fait, c'est une compilation de témoignages récoltés par un agent de l'ONU 10 ans après la guerre contre les zombies. Donc voilà. Et l'humanité essaie de se relever du conflit cataclysmique qu'elle a eu avec les zombies. Et donc il part en France, en Angleterre, au Japon, partout, aux États-Unis, en Israël. Il va partout et il récolte des témoignages de pilotes de chasse, de civils, une jeune handicapée mentale, un otaku au Japon. Enfin, je sais plus comment s'appellent les nerds au Japon là. Je sais plus, mais je l'ai lu à un moment maintenant, mais. Ouais, quand le gamin qui essaie de s'évader de son appart là. Exact. Ouais. Voilà, et il raconte comment la guerre contre les zombies a été vue. Et en fait, il a des idées hyper intéressantes dedans. Par exemple, il y a un passage qui m'avait marqué, c'était
quand il est à Hollywood, je sais plus, il interviewe des gens à Hollywood et il dit en fait l'échelle sociale s'est inversée, c'est-à-dire que quand il y a eu l'invasion zombie, c'est les mecs qui étaient directeurs de communication, qui géraient des pages Facebook de stars, tout ça, ils se sont retrouvés en bas de l'échelle et c'est les gars qui leur petite main en fait, leurs jardiniers, leurs plombiers. Le parallèle, comme tu dis, avec le monde réel, il est là parce qu'en ce moment, depuis 2 mois, les gens importants, c'est les médecins, c'est les ouvriers, c'est exactement ça. C'est l'industrie de service, comme on dit, qui sont hyper importants pour nous tous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est bon, c'est infection zombie, mais tu peux remplacer ça par un coronavirus, ça passe. Après, il n'y a pas eu des millions de morts. Non, bien sûr. Pas encore, mais. Mais il y a une satire aussi dans le bouquin, sur le personnage qui fait il fait partie d'une télé-réalité, une émission de télé, tu te rappelles de ça? Il y a son entourage, il vit avec son entourage à New York, dans le bouquin. Et ils vont se faire massacrer progressivement. Ah oui, il y a un truc, il y a un truc se moque d'Hollywood, il se moque du showbiz, il se moque il se moque. En tout cas, il critique ce fonctionnement complètement absurde en temps de crise. Parce que comme tu dis, dans World War Z, c'est vraiment une crise, c'est pandémie x 10 ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc c'est x 1000. Fois 1000, quoi. Il y a aussi les histoires de tensions géopolitiques où, je sais plus si c'est l'Inde ou le Pakistan qui en profite pour déclarer la guerre à son voisin et donc ils s'envahissent. Donc il y a toujours la connerie humaine qui est là. Et c'est c'est un bouquin qui fait froid dans le dos parce que on lit ça, on se dit non mais on n'est pas aussi con que ça. Et en fait, si. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fait froid dans le dos parce qu'il y a tout un aspect catastrophique et ultra violent et désespéré, mais en même temps, il montre aussi que peu importe les situations extrêmes dans lesquelles ces gens se retrouvent, il y a plein de gens qui développent des ressources, des solutions, parce qu'il y a comme tu le dis, il y a des sociétés qui essaient de se réorganiser, il y a des gens qui essayent de survivre, il y a la façon dont ils racontent comment ils ont réussi enfin à commencer à combattre les invasions, tu sais, dans le désert là, aux États-Unis avec les mecs qui s'organisent pour combattre les vagues successives d'attaques. C'est hyper ingénieux, tu vois, comment ils font. Enfin, les mecs dans le sous-marin, comment ils survivent aussi pour s'organiser pour. Mais quand ils racontent aussi le militaire, l'armée, quand ils racontent les restes de l'armée qui se rassemblent pour combattre les zombies, et ils racontent même. Je suis persuadé d'avoir vu Michael Stipe, le mec des REM, se battre à côté de moi. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai vu une news l'autre jour comme quoi c'est un exemple. Moi, je trouve qu'il y a une petite similarité. Le sang de Tom Hanks va être utilisé pour pour le coronavirus, enfin pour le vaccin. Ouais, voilà. Et je me dis putain, c'est marrant quand même parce que le gars contribue à l'effort de guerre entre guillemets, comme dans World War Z avec Michael Stipe qui bute c'est le chanteur des REM pour les gens qui connaîtraient pas. Écouter du REM, c'est très bien aussi. Mais c'est enfin je sais pas, il y a des parallèles de ouf quoi. Et puis il y a on a aussi Donald Trump maintenant qui est lui va au-delà du bouquin, je pense. L'auteur du livre, Max Brooks, il n'aurait pas pu imaginer Trump. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas. Et il y a aussi les donneurs d'alerte. Dans le bouquin, il y a des gars qui essaient de donner l'alerte, qui sont pas écoutés, comme nous on a eu avec le Covid. Donc, s'il y a un bouquin à lire, faites-vous plaisir, lisez. Mes souvenirs, ils sont un peu vagues, mais quand j'avais lu le bouquin, après j'avais lu quelques interviews de Max Brooks, et je crois que lui-même, c'est un mec qui a eu des traumas dans sa vie, c'est un mec hyper anxieux et assez paranoïaque, et il l'assume complètement, et du coup, il a écrit ce bouquin parce que c'est un moyen pour lui d'évacuer, puis aussi c'est quelqu'un qui est obsédé par l'anticipation des catastrophes. Tu vois, c'est quelqu'un qui est vraiment préoccupé par ça. Et du coup, il a écrit le guide de survie en territoire zombie. Ouais. Oui, c'est vrai, oui. Que j'ai pas lu encore, mais tu l'as lu? Lis-le, c'est bien pensé. Franchement, c'est hyper bien pensé. Et il explique un truc, enfin, nous, on n'est plus concernés, mais en cas d'infection zombie, ceux qui ont les cheveux longs, vous êtes grave dans la merde. Coupez-vous les cheveux. Ça va, on est bien. Bon, parce qu'il explique que... Toi, t'as un peu de barbe, mais un peu t'attraper. Ouais, voilà, un peu, mais bon, ça va encore. Il y a pire. Non, voilà, World War Z, le bouquin. Après, je t'aurais dit aussi des bouquins de l'Hérésidorus, tout ça, des bouquins Warhammer que j'ai adoré, ou Jurassic Park, le livre, qui est génial. Mais là, le First in Mind, World War Z. Clairement, World War Z, c'est... Ah, puis en plus, c'est pas un bouquin, faut pas que les gens s'attendent à comme tu disais, une trame linéaire classique, quoi. C'est vraiment Ah non, rien à voir. C'est un journal, une sorte de journal interview assez, chaque chapitre est dédié à un lieu et à un personnage différent, c'est vraiment intéressant. C'est ça, ouais. Mais si vous voulez renforcer l'expérience World War Z, il y a un autre bouquin que moi j'ai lu il y a déjà quelques années. Alors, je me souviens du nom du bouquin, mais je ne me souviens plus du nom
de l'auteur, mais le bouquin s'appelle Rempart. Et en fait, ça raconte... alors, c'est d'Adam Baker, voilà. Et en fait, c'est une raffinerie dans la mer du Nord, coincée, prise dans les glaces. Et en fait, l'équipage se retrouve coincé sur une plateforme pétrolière, une raffinerie, en fait, lors d'une invasion zombie. Donc, ils n'ont aucun moyen d'évacuer et ils voient le monde tomber autour d'eux. Et ils savent pas quoi faire, en fait. Ils ont des news par la radio, leurs proches sont morts ou pas. Et, c'est à lire. Franchement, c'est à lire. J'avais adoré ce bouquin. J'allais dire, je te montre, mais bon, les gens pourront pas voir. On sait jamais si on le met sur YouTube, on verra. Mais de toute façon, si je fais des notes, si on le met sur Apple Podcast, on mettra les notes. Totalement, ouais. Et t'as des mentions honorables sur Jurassic Park, le 1, moi j'avais lu le 1. Le 1 est génial. Le 1 est génial. Il est beaucoup plus manichéen, il est beaucoup moins smartiste que le film. John Hammond, c'est un gros malade. Et il développe des idées qui sont ouf. Il y a un passage dans le bouquin où il raconte que, en fait, le projet de Jurassic Park à long terme, c'est de créer des mini dinosaures, de les vendre aux enfants, et en fait, de gagner un max de thunes avec ça, puisque tu pourras les nourrir qu'avec des aliments créés par InGen. Okay. Donc sinon, ils meurent, en fait. Et c'est la marchandisation de la vie et le non-respect de tout ça, et c'est juste... c'est génial, quoi. Le bouquin Jurassic Park est formidable. C'est un... Faudrait que je le relise, ouais. Je l'avais lu dans les années 90, donc il y a un moment, mais... le livre audio est pas mal, hein. Il y a un livre audio qui est sorti. Franchement, il est très très bien. Très très bien. Mais du coup, pour revenir sur World War Z, effectivement, moi je privilégie le bouquin au film. Et j'invite vraiment les gens à plonger dans cette œuvre. C'est un très très bon choix que tu nous conseilles là, quoi. Ouais, World War Z. Vas-y. Non, World War Z, c'est un... Si vous aimez les zombies, si vous aimez les trucs un peu d'anticipation, entre guillemets, qui imaginent en fait un monde... lisez-le, et après l'avoir lu, vous allez peut-être penser comme moi et vous dire que World War Z, en fait, on n'aurait pas dû en faire un film, mais une mini-série. Une mini-série, bien sûr, où tu aurais pu faire un épisode par lieu ou par personnage. Un épisode par... Même un truc animé, quoi. C'est vrai, ouais. Ça aurait été bien, mais bon, voilà. Qui sait, peut-être dans un futur... Le film est un gâchis sans nom, quoi. Mais je crois qu'il a bien marché. Donc, je crois que le film, c'est un des pires placements de produits que j'ai vu dans ma vie, la scène à la fin, avec Brad Pitt qui s'arrête pour boire du Pepsi, là, tu sais. Ah là là là. C'était un scandale, ça, avec ses cheveux qui volent. Et j'aime bien Brad Pitt, hein, mais là, quand même... et surtout, Brad Pitt se prend un pieu de ouf dans le ventre. Donc, il doit avoir au minimum un rein, son pancréas perforé, mais ça va, en fait. Par le pouvoir du scénarium, il cicatrise en 2 secondes. Par le pouvoir du scénarium, ouais, c'est ça. Il peut courir. Et puis surtout, les zombies qui font des bruits de canard, là. Oh là là, putain. Mais il y a des bonnes scènes, hein, la scène en Israël. Ça donne un très bon jeu vidéo. Le jeu vidéo World War Z est très très fun. Ah, ok. Je savais pas ça. Il est pas mal. Tu peux te battre à New York, à Marseille. Maintenant, il y a une nouvelle map à Marseille. C'est très sympa. Très sympa. Il n'y a rien à voir avec ça. Ouais. De toute façon, je te dis, ils ont entendu le concept, ils ont pris le nom et ils ont fait du fric autrement, quoi. Je pense que... En fait, le bouquin, il est trop intellectuel pour une franchise massive comme ça, quoi. Ouais, c'est ça le souci. Et puis surtout dans le bouquin, c'est les zombies. C'est vraiment des morts-vivants, parce que le temps d'incubation, ça peut prendre plusieurs heures. C'est pas 32 secondes comme dans le film. Le film, c'est plus... S'il avait appelé 28 jours plus tard USA Edition, ouais, pourquoi pas. Mais là, non, c'est pas du tout ça. C'est pas des morts-vivants, c'est des infectés. Et là est la différence. Top. Et du coup, tu as mentionné, en parlant de ce bouquin, Michael Stipe de R.E.M. Donc, c'est un fameux chanteur, musicien, rockstar depuis maintenant 30 ans. Chauve, comme nous, voilà. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de musique ? Ouais. Alors, un album, c'est ça ? Ouais. Alors, on va pas parler de l'évidence pour toi qui est PNL, parce que ça, on en parle à chaque fois. Donc, autre chose que PNL. Ah, putain. Matt Pokora, je te dirais. Non, non, un album... le premier qui me vient à l'esprit, ce serait... ce serait... Ouais. Peut-être faire gueuler des gens en disant ça, mais Metallica, S&M. Ok.
Le live philharmonique de Metallica de 99, je crois. Mais ils en ont refait même pas un album studio, quoi. Un live, j'en ai. Ok. Ouais, il faut que ce soit un album studio. Ah non, tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est intéressant, je crois. Ce que tu veux. C'est un album live de Metallica qui date de la fin des années 90, où ils jouent tous leurs titres, enfin la plupart de leurs titres, avec un orchestre philharmonique. D'ailleurs, ils ont refait la même chose pour fêter les 20 ans de l'album, toujours à San Francisco, en septembre de l'année dernière, mais le truc n'est pas encore disponible. Enfin bref, ça on s'en fout. Et donc SCM de 99, vous le trouvez sur Spotify, machin, il est partout, c'est un classique. Et moi, c'est un album qui m'a vraiment fait kiffer Metallica, parce que j'ai découvert Metallica comme ça. Par ce biais-là, celui-là. Par ce biais-là, ouais. Et Master of Puppets, en fait, j'ai découvert Master of Puppets en philharmonique. La première fois que j'ai écouté, c'était en philharmonique. Ah ouais. Et quand j'ai écouté la version studio, je fais... Ah, c'est marrant. Ouais, yes. J'ai beaucoup de mal avec la version studio de Master of Puppets. Et encore maintenant ou t'as appris un peu à l'apprécier? Ah, toujours maintenant. Ouais, toujours t'as encore du mal. Excellent. Sauf en live, quand il a joué en live, je la trouve hyper cool, mais la version studio, elle est vraiment, putain, t'as l'impression qu'il la chante dans un chiotte, le son est dégueulasse. Enfin, puis c'est compressé, c'est très 80s, hein, le son au début. Ouais, c'est très 80s, ouais. Enfin, moi, ça me plaît pas. L'album est bon, hein, la chanson est bonne, mais, et dedans, il y a, enfin, ils ont adapté plein de leurs chansons, Nothing Else Matters, Fuel, Wherever I May Roam, Interstellar, batterie, putain, le morceau de batterie à la fin, il est juste épique. C'est 10 minutes de folie, Outlaw Torn, avec le putain de solo à la fin. Enfin, il est vachement bien parce que c'est un album que j'ai écouté quand j'étais ado. Donc j'ai découvert ça, c'est un pote qui me l'avait filé. Et j'ai découvert ça et je me souviens, je peignais mes figurines Warhammer en écoutant ça. Et c'était hyper épique. Et en fait, ça me stimulait ça t'inspirait, ouais. Et je peignais mes Space Marines du coup, je vois que ça défonce. En fait, ça marche bien. Metallica et Warhammer, en symphonie, c'est parfait, quoi. Et il y avait c'est les moments dans ta vie où l'univers, les planètes sont alignées. Et ben c'est un moment comme ça que j'ai vécu avec cet album. C'est marrant que tu parles de ça parce que l'année dernière avec Flo, comment il s'appelle on a vu un film de zombies là, le 2 là avec Woody. Zombieland. Tu l'as vu Zombieland? J'ai vu le 1 mais j'ai pas vu le 2. Et ben dans le 2, il y a une scène de baston, si je me trompe, c'est Metallica qui utilise. Il massacre des mais dans le 1 aussi, hein. Dans le 1 aussi, dans le 1 aussi, remarque, je crois. Ouais, le générique en slow motion. Dans un champ, tu sais, il défonce des zombies dans le 2 et bam, c'est peut-être Master of Puppets d'ailleurs, je sais plus. Mais en tout cas, ils utilisent, je crois, Metallica. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est pour te dire que ça fonctionne bien, l'aspect lyrique et la baston et l'épique et Metallica, quoi. D'ailleurs, si y a des gens qui ont peut-être vu, mais bon, après, c'est Game of Thrones cette dernière saison, mais bon, c'était nul. Mais il y a la scène dans Game of Thrones où... alors, je suis désolé, je vais spoiler Game of Thrones. Moi, j'ai jamais vu, donc... Moi, je lis les bouquins, donc, de toute façon... Ah, donc, je peux ou pas? Bah, ça dépend, de toute façon, je crois pas que la série, elle est vers la fin, ouais. Non, en fait, il y a le dragon qui démolit une ville, tout ça. Et parce qu'il y a des dragons dans Game of Thrones, mec. Non. Ah oui, ils se déplacent en scooter. Et ils ont mis, il y a un gars qui a fait un clip avec une chanson de Metallica dessus. Okay. Et c'est parfait. C'est parfait. Ça colle parfaitement. Je sais plus quelle chanson il a mis. Attends, je vérifie juste. Je triche vite fait. Mais de toute façon, oui, il y a un côté complètement épique et lyrique dans leurs albums à eux. Même la façon de James Hetfield de chanter, ça a toujours été assez dingue. C'est For Whom the Bell Tolls. Ouais, ok. Et ils ont collé ça sur Game of Thrones et c'est parfait. Les paroles collent parfaitement. Take a look to the sky just before you die. Et on voit le dragon qui arrive avec les flammes. Mais bon, oui, SCM de Metallica. Et au même point, je dirais. Alors, j'ai découvert ça plus récemment. Enfin, j'ai pas découvert ça quand j'étais ado, mais Tool, l'album où il y a notamment la chanson Lateralus, et tout l'album est formidable. L'album s'appelle Lateralus d'ailleurs, et tout l'album est génial. Tout l'album est génial. Il y a j'ai des fans de Tool autour de moi. C'est un groupe. Mais il faut écouter du Tool. C'est pas accessible. Moi, il y a encore 2-3 ans, j'étais là en train de dire non, Tool, j'aime pas. Mais en fait, non, c'est puissant. C'est vraiment puissant.
une fois que t'as pigé le truc, tu fais ouais, d'accord, ok. C'est une secte, hein, les fans de Tool. Oui, les fans de, ouais, c'est un peu, c'est vrai. C'est un peu Hydra, tu vois. C'était quoi d'ailleurs? Il y a pas eu une pseudo polémique l'année dernière? Parce que, attends, je crois qu'ils ont sorti leur album, tu sais, ils ont ressorti un album là il y a un an. Ouais, après 13 ans d'absence. Hein. Voilà, c'est ça. Et la même semaine, je crois que le dernier, alors je sais pas si c'est Justin Bieber ou je sais pas quoi, et les fans étaient dégoûtés parce que Tool a empêché, je sais plus qui, d'être numéro 1. Ah bah c'était Katy Perry ou Justin Bieber. Ouais, un truc comme ça. Je trouve ça très drôle. Mais t'avais des commentaires Twitter de ouf, genre les gamins, elles disaient c'est qui ces connards? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non mais 12 minutes la chanson, mais ça va pas, moi au bout de 3 minutes j'ai plus d'attention. Après, pour les gens qui connaissent pas, Tool c'est... Alors je vais peut-être faire gueuler des gens qui vont écouter le truc, il dit n'importe quoi, quel connard, je vais lui mettre des pouces négatifs. Mais Tool c'est il faut imaginer du Pink Floyd, mais avec beaucoup plus de testostérone. Oui, c'est un peu plus péchu, enfin on va dire, oui, c'est moins bluesy ou psyché 70s quoi. Ah voilà, ouais, mais et si vous voulez écouter, en fait, tout l'album Lateralus, c'est une chanson qui s'appelle Lateralus, et cette chanson, en fait, pour ceux qui connaissent pas, parce que pour ceux qui connaissent, ils vont dire, ah, évidemment, je connais, c'est bon, je suis fan de Tool depuis 92, je les ai vus 70 fois en concert, j'ai eu 3 relations sexuelles non protégées avec le bassiste, et c'est bon, je le connais parfaitement. Mais pour ceux qui connaissent pas, en fait, Lateralus, c'est une chanson. On déconseille à tous nos auditeurs hein, les relations sexuelles non protégées avec des bassistes. Avec des bassistes, forcément. Donc la chanson a été écrite sur la suite de Fibonacci. Et c'est puissant à écouter. Écoutez Tool. Si vous devez écouter du Tool, écoutez déjà Lateralus, la chanson. Et là, vous direz, ok, ils ont pigé un truc. C'est difficilement descriptible. Ouais, il faut l'entendre, quoi. Faut l'écouter. Faut l'écouter, ouais, parce que c'est prodigieux. Moi, je l'ai écouté la première fois, ok. Et ça n'a rien à voir avec du Metallica. Hein. Metallica, c'est du McDo, mais j'assume totalement. Hein. Metallica, c'est le U2 du métal, mais bon, être comparé à U2, c'est pas une insulte pour moi, donc c'est bien. Oui, c'est sûr, mais bon, U2, c'est mainstream, c'est sûr. Mais... Ils ont pu faire grand chose de bien depuis trop longtemps, U2. Ouais, mais là-dessus, j'entends, mais en même temps, je me dis qu'ils ont tellement apporté dans les 10 premières années de discographie des mecs, elles sont quand même intouchables. Donc, Ah oui, bah, même jusque dans la fin des années 90, début des années 2000, hein, ça restait très bien, U2. Hein. D'ailleurs, si tu veux écouter, et si les gens veulent écouter un putain de live de U2, c'est le live à Slane Castle en 2001, live en Irlande. Excellent. Excellent. Une version de Sunday Bloody Sunday qui est juste géniale. Mais même nous, récemment, on a passé un bon moment quand on a en 2017, ouais. U2 au Stade de France, c'était génial. Ah oui, non, je suis totalement d'accord. Donc, mais parce qu'il jouait quoi? Il jouait l'album Joshua Tree. Ouais, c'était cool, quoi. Ah oui, c'était génial. Et d'ailleurs, Bono a eu 60 ans, il n'y a pas longtemps. Ça prend un coup de vieux. Bah ouais. Et du coup, donc ouais, redis-nous un peu. Donc c'est 80, c'est quelle année l'album de Metallica? Fin des 90 99, je crois. 98, 99. Un live. En fait, de Metallica. Live SCM, donc S et M, symphonique et Metallica. Et en fait, pour la petite anecdote, le chef d'orchestre c'était Michael Kamen, paix à son âme. Mais c'était un gars qui faisait des musiques de films et qui a notamment fait le thème de Frères d'Armes, la mini-série du HBO. Que j'ai vu pour la première fois cette année, qui est génial, ouais. Tu l'as vu la première fois cette année? Ouais, il y a 6 mois, là, je l'ai regardé, ouais. Ah, c'est ouf, hein. Tu sais, on en avait parlé, ouais, c'est extraordinaire. Oui, on en avait parlé. Magnifique, ouais. Mais en plus, t'as plein d'acteurs qui sont révélés dans cette série. Ouais, t'as Tom Hardy, Fassbender, Simon Pegg, qui s'était pas connu à l'époque. Ouais. Donc voilà, le gars, c'était une référence de ouf. Il est mort en 2004, je crois. Mais c'était une grosse pointure en termes de puissance philharmonique. Okay. Donc voilà, le mec, il a travaillé avec Metallica, ils ont fait les arrangements ensemble, et c'est un album de ouf. C'est un album de ouf. Si vous connaissez pas Metallica ou si vous voulez redécouvrir Metallica, mais je pense que bon, les gens qui connaissent Metallica vont cracher à la gueule. Mais pour les gens qui connaîtraient pas, on s'en fout. Là, on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler de toi, donc on s'en fout. Exactement. On s'en pas les couilles. Donc voilà. Top. Et cool, moi j'approuve complètement. Puis je suis pas fan de Metallica, mais c'est quand même un groupe que j'aime bien. Oui, totalement. Mais c'est marrant parce qu'il y a un an, le 12 mai 2019, j'étais au Stade de France pour aller les voir et c'était vraiment très très bien, très très bien. Ouais, ça c'est mon regret. Pour l'instant, j'ai toujours pas eu l'occasion de les voir. J'ai des frères qui sont fans et ils les ont vus plusieurs fois, mais moi j'ai jamais eu l'occasion. J'espère un jour
Je t'avais proposé de venir, mais tu m'as dit, je peux pas parce que ce soir, il y a le dernier épisode de Navarro et je voudrais pas le louper. Mais Navarro, j'ai tout, donc je peux pas manquer. Ah ouais, mais bon, t'es gilant. Là, j'ai acheté ils l'ont ressorti en 4K sur iTunes. Oui, avec la scène où il sort son flingue, il fait Navarro, arrêtez tout. Je suis Rojeanne. Et il pose le flingue sur la table. Enfin, c'est un truc. Avec son dentier. Ouais. Putain, c'est à son âme. Si tu veux, pour finir, j'ai quelques petites questions rapides à te poser. En gros, l'idée, c'est que je te pose des questions. Tu réfléchis pas, tu réponds rapidement. Et ça, par réfléchir, je sais pas. Voilà. Moi, je sais, donc c'est ce que je me suis dit. C'est mon fort. Hein. Alors, dans quel univers cinématographique irais-tu vivre définitivement si tu avais le choix? Allez. Star Wars. Star Wars, ok. Tu serais quoi? Tu serais un Jedi? Tu serais un paysan? Tu serais... Waouh, putain, je sais pas. Je serais pas un Stormtrooper, je serais, je sais pas, un marchand. Un marchand qui arpente les planètes. Yes. Top. Un marchand de sable à Tatooine. Un marchand de sable à Tatooine. Marchand de sable à Tatooine. Film pourri que tu aimes quand même. Film pourri que j'aime quand même. Ah putain. Attends. Ah, c'est horrible. Genre, t'assumes, tu t'en bats les couilles. Tu l'aimes. Il y en a plein. Là, attends, je peux tricher? Vas-y. Moi, pareil. Attends. J'ai un exemple, si tu veux. Moi, je t'en donne un. Moi, j'aime bien Music and Lyrics avec Hugh Grant et Drew Barrymore, tu vois. Qui est ouais, mais toi, t'as des goûts de merde aussi. Une comédie romantique pourrie. Ah, c'est la question. C'est pas un film que j'ai vu 1 fois, mais je l'aime bien. Je l'ai même vu au cinéma. Attends, un film de merde qui... ça, Music and Lyrics 2007 avec Hugh Grant et Drew Barrymore, je conseille. Attends, c'est le gars... c'est horrible. Voilà, Flo, il dit Kickboxing de Jean-Claude Van Damme, par exemple. Kickboxing, putain, oui, forcément. Attends, je vais trouver un film de merde que j'aime bien. Et je suis sûr que là je vais pas trouver, mais genre je vais t'envoyer un message tout à l'heure pour te dire en fait j'aurais dû te dire ça. Et quand tu l'auras, tu m'enverras quand je posterai l'épisode, je le mentionnerai. La menace fantôme avec Jar Binks. Ouais, la menace fantôme, ouais, c'est pas mal ça. Putain, la menace fantôme. Si, alors. Ah, vas-y. Le film qui est vraiment pas terrible, mais que moi j'aime bien, c'est Alien vs Predator. Yes, c'est un très bon choix parce qu'en fait il est souvent décrié et moi j'avoue que quand j'ai regardé celui-là et l'autre j'aime bien. Moi ça, c'est pas des grands films mais c'est fun. Ouais, c'est fun, mais il y a des trucs qui vont pas du tout. Non, bien sûr. Mais enfin quoique le deuxième film, c'est quand même le film où t'as quand même un hôpital qui se fait ravager par des xénomorphes. Hein. Ouais, non, c'est ça. Il y a des séquences, se faire littéralement violer par des xénomorphes. Donc c'est. Ah moi c'est le seul porno que je consomme ça. C'est. Tout à fait. À diffuser en crèche et en école maternelle en masse, je pense que ça peut être bien. Mais non, Alien vs Predator, le premier, yes. Ouais, le premier. C'est un péché mignon. Top. Livre de fiction ou non-fiction? Fiction, parce que je lis très peu de livres de non-fiction. Je lis parfois des autobiographies ou des biographies. Une excellente, c'est celle de Keith Richards, Life. Ouais, très bon choix, je l'ai lu aussi. Ouais. Je suis un grand fan de Stone. Très bonne. Après, je lis des trucs qui n'ont plus rien à voir parce que j'avais lu l'autobiographie de Keith Richards. Et après, j'ai lu la biographie de Rockus Minch, qui est le garde du corps d'Hitler. Donc ça n'a rien à voir. C'est éclectique. Mais ça aussi, c'est à lire parce que c'est très intéressant. Top. Mais fiction, totalement fiction, ouais. Fiction. Cool. Tablette ou vrai livre? Ah, vrai livre. Vrai livre. Ouais. Je crois toi, t'es plus tablette. J'alterne, c'est vrai. Mais tu vois, les Game of Thrones, je les lis en vrai livre, par exemple. Ouais, oui, mais non, en livre, parce que moi, j'ai le plaisir des fois de relire un livre que j'ai lu il y a 10 ans, ou même j'ai une anecdote sur ça, c'est j'ai un bouquin et que j'ai acheté en 97 qui est le bouquin du making of du Monde perdu. Alors c'est pas un format poche, machin, je l'ai depuis 1997, le truc qui est usé de chez usé, et j'ai réussi à le faire dédicacer par Jeff Goldblum, et je me dis ça en tablette, ta tablette, tu peux pas la faire dédicacer par Jeff Goldblum. Peut-être, mais ouais, c'est pas. C'est chaud. Non, puis même. bien sûr.
combien de fois ça m'est arrivé dans un bus ou dans un train ou même en avion, de voir mon voisin qui lit un bouquin que je connais et dire ah mais vous lisez ça machin, c'est trop cool. Ah c'est vrai. Tablette tu peux pas, tablette tu regardes tu fais ah ouais bah je connais. Bien, très bonne réponse. Bah là t'as mentionné Keith Richards, Jagger ou McCartney? Artistiquement je te dirais McCartney parce qu'il a fait des trucs vachement plus variés que Jagger, mais tellement plus variés. Mais après, j'ai commencé à écouter j'ai commencé avec les Rolling Stones. Et je suis allé voir les Rolling Stones en 2006. Donc je te dirais de cœur Jagger. Tu parles à un des plus grands fans des Stones sur la planète, donc. Et t'as vu la vidéo qu'a fait Mick Jagger il y a pas longtemps? Laquelle? Il y a 2 semaines pendant le confinement dans son château. Ah oui, où ils jouent tous séparément là. Non, même pas ça. Ah oui, ils ont fait une chanson Living in Ghost Town. Ouais. Mais en fait, tu le vois tout seul il a fait une vidéo un peu style années 50 sur comment rester actif, machin. Yes, okay. Et tu le vois faire des exercices, en train de guider ses bêtes, mais alors à 78 ans, le gars. C'est marrant. Ah non, il est bluffant ce mec. Et bah cool. Et enfin, dernière question, guitare ou piano? Bah putain. Ouais, guitare. Après, je te dirais, si tu veux être surpris par rapport à ça, il me semble que je t'en avais parlé, mais il y a un groupe qui s'appelle 65 Days of Statics, et qui sont connus notamment pour avoir fait la musique du jeu No Man's Sky. Ok. Donc le jeu qui a fait un four. Il a fait un four à sa sortie, mais depuis c'est la rédemption totale. Ouais, voilà. C'est un pur jeu. Enfin, moi, j'aime beaucoup le jeu. J'ai joué Day One. Bah, tu m'avais conseillé, je l'ai acheté. Du coup, c'est assez complexe à prendre en main pour moi parce que je suis pas un gros gamer, je joue pas beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez riche, quoi. C'est balèze. C'est très très riche, ouais. C'est très très riche. Et en fait, la musique est faite par 65 Days of Statics. Et on parle guitare et piano. C'est intéressant parce que je suis allé les voir en concert à Paris en 2016. Je sais plus où c'était. C'était au Badaboom. Toute petite salle. Et en fait, il y a des morceaux, quand tu écoutes la BO, tu dis putain, c'est du piano, c'est ouf, c'est trop beau. En fait, non, c'est de la guitare. Et inversement, il y a des passages où tu dis putain, mais c'est de la guitare, non, c'est du piano. Et ils mélangent les deux, et c'est un univers musical qui est juste génial. Enfin, 65 jours de brouillage. C'est la traduction française, ça peut aider les gens à retrouver. 65 Days of Statics, c'est génial. On note. Top. Donc, du coup, guitare et piano, quoi. Ouais, mais plus guitare quand même. Oui. Non, là, c'est juste pour brouiller un peu les pistes entre guitare et piano, mais plus guitare quand même, même si, bon, après, j'aime bien Elton John, Freddie Mercury, tout ça, mais non, les guitaristes, en ce moment, je suis en train d'écouter de redécouvrir du Rush. Yes. Et avec leur batteur qui est mort là il y a quelques semaines, du coup. En janvier, ouais. Alex Lifeson, putain, la guitare, ce gars, c'est un ouf, quoi. C'est un ouf. Ah, c'est un sacré groupe, ouais. Et d'ailleurs, je te conseille, si t'as pas vu, en 2017, tu connais Yes, le groupe. C'est vrai. Ils ont fait un live au Rock and Roll of Fame qui est génial. Et en fait, leur bassiste est mort en 2015, donc c'est le chanteur bassiste de Rush qui joue à leur place, et c'est génial. Le live est juste dingue. Ils ont tous 70 ballets, mais ils assurent comme des connards. Ouais, c'est des légendes ce qu'on appelle le rock progressif. Du coup, ouais, c'est un genre assez riche aussi. Ouais. Top. Bah, super. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses qui, à mon avis, vont donner du grain à moudre et de la réflexion à nos auditeurs. Parce que tu as quand même fait c'est assez éclectique ce que tu as choisi, ce que tu as mentionné. Donc, c'est cool. Est-ce que tu as autre chose que tu as envie d'ajouter? Une dernière œuvre un truc. On n'a pas parlé beaucoup de jeux vidéo, par exemple. Est-ce que tu veux faire une petite mention honorable sur un jeu vidéo? Un jeu vidéo qui m'aurait marqué? Ouais, ou récemment, un truc que tu as joué, que tu as kiffé, sans développer forcément, mais tu vois, un truc. Un truc que j'ai kiffé en jeu vidéo. Faut que je regarde vite fait. Alors j'ai joué à Cloudpunk, qui est un jeu. Putain, comment dire, c'est un petit jeu indépendant où tu diriges un taxi dans une ville un peu à la sauce sur Blade Runner, 5e élément, un taxi volant. Et t'as des petites énigmes, des petites quêtes. C'est sur quoi ça? C'est sur ordinateur ou sur PC, ouais. Sur PC. Sur PC. Et après sur console,
Ouais, sur console, je suis en train de m'éclater. Ah oui, alors sur console, sur Xbox et PS4, Control. Ok. Control. Okay. Je connais pas. C'est un jeu à la troisième personne de shoot. Je sais pas si c'est un indépendant, je sais plus quel studio le fait, mais le jeu est génial et il a la capacité aussi. C'est l'un des rares jeux, et moi je surkiffe ce genre de jeu, où on peut tout détruire. Le décor est destructible de A à Z. Ah, tu m'as montré une vidéo, je crois, Control, où le décor est complètement destructible. Je crois qu'on avait vu une... Il n'y a pas une meuf qui défonce tout, je sais pas quoi. Ouais. Si, c'est une rousse, elle a des pouvoirs psychiques. En tout cas, j'ai vu une vidéo là-dessus, ouais, ok. C'est juste dingue. Et l'histoire, l'histoire, il faut s'accrocher. Mais le gameplay est bon, les séquences de baston sont vraiment cool. Puis surtout, vous pouvez vous éclater à tout démolir, c'est vraiment bien. Et ça me rappelle Red Faction, justement, de ce côté-là. Top. Donc voilà, Control sur console, c'est très bien. Et juste pour terminer, si on va vraiment toutes les plateformes, sur iPhone, alors en tout cas sur iPhone, parce que moi j'ai ça, mais il y a un jeu qui s'appelle Alien Blackout. Et en fait, c'est la suite de Alien Isolation. Voilà, si vous avez joué à Alien Isolation, vous êtes comme moi traumatisé. Et en fait, c'est un Alien Blackout, donc c'est la suite de Alien Isolation, et vous jouez toujours à Amanda Ripley, et vous devez guider des gens dans un vaisseau, et leur dire, attention, là, il y a les xénomorphes qui arrivent, tout ça, c'est ultra flippant, et il faut aussi assurer votre sécurité. C'est-à-dire que vous êtes plus ou moins à l'abri, mais des fois, par la trappe de ventilation, le xénomorphe peut venir sur vous. Donc vous devez constamment regarder l'écran de contrôle et voir où se dirigent vos gars, et regarder sur la grille de ventilation pour voir si le xénomorphe vient pas vous choper, en fait. Okay. Et le jeu est gratuit, et franchement, il est cool. Il est cool. Et ça se joue au casque, évidemment, pour plus de trauma, ça se joue au casque, et faites jouer vos enfants en très bas âge à ça, c'est très bien. Cool. Donc du coup, pour résumer, Starship Troopers en film, World War Z en bouquin, ouais. Un live de Metallica qui s'appelle, c'est quoi tu m'as dit SCM, et puis mention honorable à Control et Alien Blackout. Ouais, totalement, ouais. Et Cloudpunk. c'est... Et Cloudpunk. Ouais, c'est très sympa. Tu peux nous redonner ta chaîne YouTube, nous donner tes infos sociales? Absolument, c'est Cyprien Gaming. Non, c'est... c'est WatchMojo. Non, c'est Xenolife. Donc voilà. De toute façon, tu tapes Xenolife dans YouTube et on trouve quoi. Ouais, voilà, même sur Google, vous trouverez. Donc voilà, c'est une chaîne sur laquelle on va parler de monstres, du trivia sur les monstres. Je fais aussi des lives. En ce moment, je joue beaucoup à Alien Isolation avec la communauté. On a un Discord, le Discord Xenolife, que vous pouvez rejoindre. On sera ravis de... Je suis très actif dessus. On est une petite centaine dessus maintenant. Yes. Et voilà. Et si vous aimez les monstres, si vous aimez débattre sur les dinosaures, sur les cénobites, les xénomorphes, tout ça, venez. Je serai ravi de parler avec vous et d'échanger. J'ai toujours bon espoir d'ailleurs de revenir faire, parce que c'est l'été dernier qu'on a essayé de faire un live qu'on n'a pas réussi. Oui, mais donc de revenir faire un live, on avait eu un problème de micro. Faut carrément le faire. Et je l'ai pas fini encore, parce que j'ai du mal à y jouer. Je viendrai, on le finira ensemble. Ouais, il y a moyen. Franchement, il faut le terminer, il faut le plier en deux ce jeu, parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Et je pense que les gens sont très contents qu'on le termine. Bon top. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage, c'était vraiment cool. Et puis, merci à toi. De toute merci façon. Merci à toi, puis bonne continuation à yes. Ta petite émission. J'espère qu'il y aura encore plein de gens qui vont venir. Mais je n'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup. L'argent peut te acheter, je sais que tu as pas d'argent. Je te fais une grosse bise et puis on se tient au jus très vite, ok? Ça marche, ok. Tchuss. Salut. Et voilà, c'est ainsi que se conclut le premier épisode de L'ombre d'un goût. J'espère que vous avez apprécié ma discussion avec Romain autant que moi. Sa chaîne YouTube s'appelle Xenolife, Xenolife. Petite précision par rapport au concept du podcast, je ne suis pas au courant à l'avance des choix que vont faire les invités, ce qui ajoute un peu de sel à la discussion. Vous pouvez trouver L'ombre d'un goût sur Instagram, SoundCloud, YouTube et Apple Podcast. Tapez L'ombre d'un goût dans la recherche. Abonnez-vous, commentez, likez, répandez la bonne parole. Pour finir, Romain a gentiment accepté de lire la première page de World War Z. Enjoy! On lui a donné toutes sortes de noms. La crise, les années noires, le fléau rampant.
et d'autres plus modernes ou plus branchés, comme la Z-Guerre mondiale, voire la Première Guerre Z. À titre personnel, je n'aime pas beaucoup cette dernière appellation, dans la mesure où elle implique une seconde guerre Z. Pour moi, cette tragédie reste avant tout la guerre des zombies. Et si certains s'avisent à critiquer la rigueur scientifique de l'expression, je les mets au défi de trouver mieux pour désigner les créatures qui ont bien failli nous exterminer. Zombie. Un mot terrible. À la puissance d'évocation sans pareil. Un mot capable de faire ressurgir de nos souvenirs les plus intimes, nos angoisses les plus profondes. Souvenirs et angoisses qui forment l'ossature du livre que vous tenez entre vos mains.